Bon. Donc ce soir, c'est magnifique. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence. Ah ben non, alors. On va avoir le même sujet que la dernière fois. Ah, si. Voilà. C'est plus cher. Hein. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par l'Association Droit et Commerce sur le thème de la réforme des contrats spéciaux et à laquelle le professeur Philippe Stoffelmunk a eu la gentillesse, l'extrême courtoisie de nous convier. Je vais passer la parole au président du tribunal de commerce de Paris qui, à nouveau, nous accueille chaleureusement et efficacement, particulièrement chaleureusement ce soir, monsieur le président. La température va monter encore. C'est pas faux. Et comme nous avons beaucoup à nous dire, je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, président. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au sein du tribunal de commerce de Paris. Comme le fait remarquer le président d'IPEC non climatisé, pour cette belle conférence, néanmoins, organisée, vous l'avez compris, par l'Association Droit et Commerce, et dont le thème est effectivement ce soir la réforme des contrats spéciaux. À vrai dire, il n'y a pas si longtemps que la chancellerie a entrepris la rénovation du droit des contrats. On se rappelle ainsi l'ordonnance du 10 janvier 2016 relative à la réforme du droit des contrats ainsi que du régime et de la preuve des obligations. D'une façon générale, il s'agissait alors de faciliter et rendre plus sûrs les échanges entre les acteurs économiques, renforcer l'attractivité du droit français en améliorant la sécurité juridique du droit des obligations et consacrer, là aussi on a vu émerger vraiment la notion de bonne foi à toutes les étapes de la formation et de l'exécution du contrat. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 pour l'ordonnance et le 1er octobre 2018, qui a d'ailleurs un petit peu touché l'ordonnance, pour la loi de rectification, étant entendu bien sûr que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Ces textes ne touchaient cependant pas au régime des contrats spéciaux, domaine particulièrement vaste, car les contrats dits spéciaux sont au cœur des principales activités économiques et constituent même, dans certains cas, l'unique outil de travail de certaines professions. Ils touchent en effet des actes tels que la vente, le bail, les prêts, la location financière, l'entreprise, l'échange. Ce projet est l'œuvre d'une commission composée de juristes particulièrement expérimentés, choisis par la chancellerie. Quand on lit les principaux commentaires de ces travaux, on nous précise que la commission dont il est question a poursuivi plusieurs objectifs: maintenir le droit positif en consolidant l'existant, rappelant à cet égard le mot de Portalis qui dit qu'il est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de détruire, cette lapalissade étant néanmoins plus profonde qu'elle n'en a l'air. Intégrer la jurisprudence, c'est-à-dire au fond clarifier et simplifier, et moderniser le droit des contrats spéciaux qui reflète d'une certaine manière les évolutions de l'activité économique et sa tendance à la spécialisation. Autre point ou intention mentionnée, renforcer la liberté contractuelle, ce qui est important dans un contexte d'attractivité, ne l'oublions pas, et clarifier les incertitudes autour de certains contrats. Il se trouve, mais bien évidemment, c'est tout sauf un hasard, que la commission à laquelle je viens de faire allusion et qui a produit un travail remarquable est présidée par monsieur le professeur Stoffelmunk, qui est assis à mes côtés. Je rappelle qu'en dehors de cette fonction, M. Stoffelmunk est professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et co-directeur du collège de droit de la Sorbonne.
La seule chose que je peux espérer à ce stade, c'est de ne pas avoir trahi les orientations de la commission que vous présidez, monsieur le professeur, et qu'au-delà des précisions nécessaires que vous allez nous apporter s'agissant à la fois de l'ensemble de la réforme, mais également de certains types de contrats, peut-être pourrez-vous nous communiquer quelques informations sur le calendrier de la mise en œuvre de cette réforme très chargée. La parole est à vous, monsieur le professeur. Merci. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les présidents. Monsieur le président Diesbecq, monsieur le président Netter. Je voudrais juste vérifier que les deux micros fonctionnent correctement, puisqu'on a pas mal de gens qui nous suivent à distance, d'après ce que j'ai compris. Il y a aussi beaucoup de présents, en dépit de la chaleur, de l'orage. Et je reconnais même parmi les présents un certain nombre d'étudiants du Collège de droit de la Sorbonne que je suis bien content de retrouver devant moi. Nous aurons l'occasion de parler avec eux de contrats spéciaux pendant un petit semestre, donc je vois qu'ils anticipent, c'est une bonne idée. Est-ce que vous m'entendez mieux? Je vais encore rapprocher. Bref, nous parlons de la réforme du Code civil en matière de contrats spéciaux. Elle est en marche, sans jeu de mots. Aboutira-t-elle? Je ne vous donnerai, enfin pour le savoir, il aurait fallu inviter Madame Irma, mais ça n'a pas été votre choix. Je ne vous donnerai donc que mon sentiment personnel. Et mon sentiment est qu'il est très probable qu'elle aboutisse. Cela ne tient pas à un vœu qui me serait propre, hein. Cela tient à la conjonction de trois facteurs. Le premier tient au consensus qui existe sur l'intérêt d'une telle réforme. Parce que nul ne peut nier la divergence existant entre le droit actuellement décrit dans le Code civil et l'état du droit positif sur de très nombreux contrats spéciaux. Dans un pays de droit écrit, chacun conviendra qu'un décalage de cette nature mérite d'être corrigé. Mais le consensus que j'évoquais ne tient pas uniquement à un souci de vérité, il se renforce des vertus inhérentes à la règle écrite. Celle-ci, sous réserve qu'elle soit bien écrite, entendons-nous, est plus intelligible, cohérente et stable que la norme prétorienne. Et c'est ce qui fait sa supériorité technique sur la jurisprudence, dont les revirements toujours possibles sont en plus rétroactifs. L'intérêt objectif d'une telle réforme est donc le premier facteur à même de favoriser son aboutissement. Le deuxième facteur, c'est la volonté politique. Alors, je ne parle pas tant ici d'une majorité au Parlement, d'un exécutif particulier, que de la volonté de la haute administration. La chancellerie, les magistrats de la chancellerie perçoivent nettement l'intérêt d'une telle réforme. Les responsables du bureau du droit des obligations changent, les directeurs des affaires civiles et du sceau changent, mais la volonté d'aller de l'avant demeure. Et celle-ci pourra d'autant mieux se concrétiser que les moyens de réformer existent désormais. C'est le troisième facteur d'optimisme. Donc ce troisième facteur, ce sont précisément les avant-projets et les observations, les flots d'observations qu'ils ont suscités. Il y avait l'offre de loi proposée par l'association Henri Capitan qui a préparé le terrain. La commission que j'ai constituée à la demande de la chancellerie et que j'ai eu l'honneur de présider a abouti à un avant-projet de 331 articles. Les 65 réponses écrites faites à la consultation publique menée ensuite, ainsi que les très nombreux articles et la douzaine de colloques qui ont eu lieu depuis juillet, vont permettre de bien améliorer le texte de cet avant-projet. Autrement dit, le matériau à travailler est disponible. Et cela améliore considérablement la faisabilité de la réforme, d'autant que le contenu de cet avant-projet n'a pas soulevé d'objection radicale.
Plusieurs points ont été identifiés comme étant à revoir, mais le principe même et l'allure générale de cet avant-projet n'ont pas été remis en cause. Autrement dit, l'accueil a été globalement bon, ce qui laisse penser que cette base de travail pourra effectivement servir. Intérêt, volonté, faisabilité, tels sont donc les trois facteurs qui me laissent penser que cette réforme aboutira. Alors, Monsieur le Président, reste à savoir quand. La chancellerie, dont je salue au passage les représentants que je vois dans la salle, la chancellerie envisage de préparer un premier projet sur le contrat d'entreprise d'ici la fin de l'année. L'année 2024 devrait permettre à un projet relatif à la vente d'être prêt. Et les autres contrats suivront, soit de manière groupée, soit de manière perlée, je ne sais pas. Quant à savoir si ces projets, pas ces avant-projets, si ces projets seront adoptés, quant à savoir quand, quant à savoir selon quel procédé, cela dépendra de la conjoncture politique. Mais tout vient à point à qui sait attendre, dit le proverbe. Dans l'immédiat, c'est donc seulement sur l'avant-projet remis au garde des Sceaux qu'il m'est possible d'intervenir. Je vous propose de le faire en évoquant successivement l'esprit de cet avant-projet et les innovations, aussi bien celles qui paraissent faire consensus que celles qui ne le font pas et qu'il faudra certainement revoir. Ce sera, je l'espère, la partie terminale qui sera la plus courte. Pour en venir à l'avant-projet, à son esprit, il faut revenir à la lettre de mission qui a servi de base à notre commission. Le directeur des affaires civiles et du Sceau y indiquait que, je le cite, « L'objectif sera de codifier le droit existant, mais également de l'adapter et de le moderniser pour le rendre à la fois plus lisible et plus attractif pour les praticiens. » Fin de citation. Notre champ de compétences visait donc la vente, l'échange, le louage d'ouvrages ou contrat d'entreprise, nous disait la lettre de mission, le bail, le prêt, le dépôt, le séquestre, les contrats aléatoires et le mandat. Vaste programme, mais qui heureusement comportait tout de même un certain nombre d'exclusions. En étaient expressément exclus, je cite à nouveau, les contrats relevant du droit de la famille, ainsi que la transaction et les contrats portant sur la procédure, plus généralement, vous aurez reconnu la convention d'arbitrage par exemple, la fiducie et le contrat de société. Ces exclusions, dont le contenu avait été préalablement discuté, disent quelque chose de l'esprit qui a présidé à nos travaux. Ces exclusions témoignent en effet d'une classification des contrats spéciaux inspirés par une forme de réalisme économique et d'un esprit tourné vers les besoins de la pratique contractuelle. Ce sont les deux points qui marquent l'esprit de notre avant-projet, en tous les cas de notre aspiration. Et je voudrais donc maintenant les développer. Alors, évoquer tout d'abord une forme de réalisme économique, c'est souligner qu'un contrat, c'est le vêtement juridique d'une opération économique. J'ai dans la présentation générale de l'avant-projet repris cette formule de Jean-Francis Overstake dans la thèse qu'il avait consacrée à la fin des années 60 à la classification des contrats spéciaux. Je le cite, « Réglementer un contrat, c'est mettre sous la forme d'une équation juridique un problème économique. » Sous ce prisme, on comprend que les conventions relatives à la procédure aient été exclues de notre champ d'études. Sous ce prisme, on voit aussi que les principaux contrats spéciaux forment comme l'inventaire des principales opérations que les relations économiques donnent et ont jamais donné à voir. On peut schématiquement les classer en deux catégories. D'un côté,
se trouvent les contrats par lesquels les parties vont allier leurs forces en vue d'une création de richesse. Ils forment ce qu'un des membres de la commission avait, il y a déjà 25 ans, désigné par l'expression de contrat-alliance, avant qu'un des membres de l'assistance en fasse son sujet de thèse. Le contrat de société en est l'archétype. Les contrats relevant du droit de la famille en font également partie, toutes choses qui ont été exclues de notre périmètre. On pourrait aussi exclure pour la même raison les réseaux de distribution et les contrats qui en forment la structure. Notre périmètre couvre l'autre grande catégorie d'opérations que l'on nomme souvent contrats-échanges. Ces contrats réalisent un transfert d'utilité. Il peut s'agir de transférer les utilités d'une chose, et on songe alors à la vente, au bail ou au prêt. Le centre de gravité des contrats-échanges peut aussi être la fourniture des utilités d'une personne ou d'une organisation humaine. Et c'est alors le mandat, l'entreprise et le dépôt qui apparaissent. Enfin, se trouvent les contrats aléatoires qui pourraient peut-être signaler en fait une troisième galaxie, une troisième nébuleuse de contrats gravitant autour de l'idée d'allocation d'un risque. Ces trois catégories d'opérations sont les éléments de base du commerce humain. Et ceci, que ce soit à Rome ou aujourd'hui. Chacune soulève des questions typiques. Le vice de la chose, l'état initial de la chose, l'indépendance, le degré d'indépendance du prestataire. Toutes questions auxquelles la législation doit répondre. Le législateur les réglemente de manière très spéciale en fonction des intérêts particuliers qu'ils agitent dans tel secteur déterminé ou à raison du particularisme de tel contractant ou à raison de l'importance sociale du besoin qu'il s'agit de satisfaire ici ou là. Je parle ici des contrats très spéciaux qui adaptent les règles du Code civil au particularisme du contexte, du besoin des personnes qui contractent. Et ces contrats très spéciaux et leur réglementation vont l'emporter sur les règles du Code civil. Alors ces contrats très spéciaux, ils sont légion. Depuis le bail d'habitation jusqu'aux opérations de crédit interbancaire, en passant par le bail rural, par l'assurance, sans parler du contrat de travail ou du transport. Leur place n'est pas dans le Code civil. Le Code civil se situe à un niveau de généralité supérieur, centré sur la nature de l'opération, sur le grand type d'opération économique auquel le contrat se rattache. L'univers des échanges ne se limite cependant pas à la juxtaposition des opérations de base que chacun connaît. Elles sont, ces opérations, comme des briques élémentaires que l'ingéniosité des hommes combine dans des montages parfois baroques. Ce sont les contrats innommés. Le législateur doit donner aux praticiens une méthode pour faciliter l'appréhension juridique de ces hybrides. L'avant-projet propose une telle méthode, une méthode distributive qui invite à régler chaque question litigieuse selon le régime du contrat dont elle est caractéristique. Prenons par exemple une location de bureau avec service de conciergerie. Il y a du bail là-dedans et de l'entreprise. Mais les parties ont fait de cette juxtaposition un tout indivisible. Il y a donc un seul contrat. Sa qualification est classiquement déterminée par la prestation principale. Il s'agira donc vraisemblablement ici d'un bail. Et pour autant, si une difficulté d'exécution se rapporte au service de conciergerie, cette difficulté se réglera par application en tant que de raison des règles applicables au contrat d'entreprise. Donc, dans les contrats complexes, chaque question sera donc régie par le régime du contrat spécial auquel elle se rattache de manière caractéristique.
il y a une méthode qui n'est pas sans évoquer certaines méthodes du droit international privé ici. Cette méthode distributive est déjà présente en droit positif. Nous avons proposé d'y faire référence dans chaque grand contrat. Ainsi, en matière d'entreprise, l'article 1757 projeté dispose la chose suivante. Lorsque l'ouvrage requiert, pour sa parfaite exécution, des prestations relevant habituellement d'autres contrats nommés, tels que la mise à disposition, la garde, la conservation, le déplacement d'un bien ou la conclusion d'actes juridiques, ces prestations obéissent en tant que de raison aux règles particulières régissant ces contrats. Et on retrouve la même idée à l'article 1582 en matière de vente. Elle est aussi évoquée par l'article 1703 au titre du contrat d'échange, car l'article 1702 étend le domaine de ce contrat à l'échange d'un bien contre un service. Cette méthode est aussi exprimée à l'article 1710 dans le bail, ce texte disposant de la chose suivante. Le loyer consiste en une somme d'argent. Il peut être complété par la fourniture d'un bien ou d'un service. En ces cas, les règles prescrites en matière de vente ou d'entreprise s'appliquent en tant que de raison. Cette rose des vents, comme je l'ai appelée, donne donc pour points cardinaux la nature économique des prestations à accomplir, fourniture des utilités d'une chose à titre définitif ou à titre temporaire, fourniture des utilités d'une personne ou d'une organisation humaine. Car à chaque type de prestation correspondent des questions propres appelant des réponses spécifiques. Alors cette méthode distributive relativise le lien étroit qui existe entre la qualification d'un contrat et son régime. Mais elle correspond à la réalité, à la complexité du réel, elle correspond à la réalité économique. Les contrats spéciaux du Code civil ne désignent finalement que ces opérations économiques élémentaires que les contractants, que les commerçants peuvent agencer et combiner pour atteindre les objectifs qu'ils poursuivent. Alors, du fait de l'extrême diversité de ces agencements, la Commission a fait le choix d'en appeler à la règle de raison. Ce n'est qu'en tant que de raison que le dépeçage va opérer. Il en résultera sans doute une part d'incertitude, mais elle est le prix à payer pour ne pas nier la réalité contractuelle et pour offrir aux contrats complexes un embryon d'encadrement jusqu'alors inexistant. Cette dernière remarque dénote aussi un esprit de faveur pour les créations de la pratique. Cette considération pour la pratique contractuelle est, ensuite du réalisme économique, le deuxième trait qui marque l'esprit de l'avant-projet. En jouant un peu sur les mots, je dirais que ce souci de la pratique se manifeste tant à l'égard de la pratique considérée comme une source créatrice de rapports juridiques qu'à l'égard de la pratique considérée comme une communauté rassemblant l'ensemble des praticiens. Alors, notre intérêt pour la pratique créatrice de droit se manifeste par une faveur pour la liberté contractuelle. Et notre considération pour la pratique considérée comme l'ensemble des praticiens s'est traduite par une volonté de faire une œuvre aisément utilisable par eux. La faveur pour la liberté contractuelle est donc le premier aspect de la considération pour la pratique qui nous a animés. Elle est d'abord à mettre en rapport avec l'objectif de modernisation qui nous était assigné. En effet, on trouve en jurisprudence de nombreuses règles impératives qui ont été imposées pour la protection d'un contractant contre la liberté contractuelle à une époque où le législateur n'avait pas institué une protection plus fine. Depuis 1804,
le droit positif a multiplié les dispositifs protecteurs destinés à corriger le déséquilibre dans les pouvoirs de négociation entre les parties. Il l'a fait, et le législateur l'a fait, en droit commun des contrats, aussi bien dans le B2C que dans le B2B ou même que dans le C2C. Ainsi, le B2C, le droit de la consommation, est venu corriger les déséquilibres existants entre le professionnel et le consommateur. Dans le B2B, le code de commerce est venu consacrer un chapitre aux pratiques restrictives de concurrence qui a posé un texte correcteur des déséquilibres de négociation pouvant exister dans le rapport entre professionnels. Et dans le C2C, enfin, indépendamment même des dispositifs très spéciaux si nombreux, la réforme du droit des obligations intervenue en 2016 a introduit dans le Code civil les articles 1170 et 1171 qui ont créé des mécanismes correcteurs contre les clauses abusives d'application générale. Au-delà de ces protections d'ordre général, on trouve en aval du Code civil un ensemble de dispositifs de protection qui interviennent dans des domaines très spéciaux où a été constaté un déséquilibre entre parties contractantes qu'il y avait lieu de corriger. C'est tout le droit des contrats très spéciaux. Depuis le contrat de construction de maisons individuelles, en passant par le bail d'habitation, le bail rural, le bail commercial, le code des assurances, etc. Les droits des contrats très spéciaux comportent ainsi un nombre considérable de dispositifs protecteurs adaptés au particularisme des situations qu'ils contemplent. Alors, face à ce constat, au niveau de généralité où se situe un code civil, il nous est apparu possible de prendre au sérieux la liberté contractuelle proclamée aujourd'hui par l'article 1102 du Code civil et de laisser ainsi les parties ajuster leurs intérêts en adaptant le régime de leur contrat au particularisme de leurs besoins et de leurs relations. Ainsi, suggérons-nous, c'est un exemple, d'abandonner la présomption irréfragable de mauvaise foi qui accable le vendeur professionnel en matière de vices cachés depuis plus de 60 ans. De même, propose-t-on de relaxer le régime des clauses limitatives, voire exclusives de garantie dans la vente ou dans le bail. Vous verrez l'article 1726. Tout cela est proposé sous le regard des dispositifs protecteurs évoqués ci-dessus, qu'ils soient d'ordre général ou d'ordre très spécial, en amont ou en aval. Ce qui veut dire que la libéralisation que nous proposons sera sans beaucoup de portée dans le droit de la consommation, par exemple. Cette dernière observation signale que le contractant type que nous avons eu à l'esprit en élaborant les textes n'est pas le consommateur. C'est la personne responsable, libre et lucide, que vise l'article 1188 du Code civil lorsqu'il invite le juge à interpréter le contrat en fonction de ce qu'en aurait compris une personne raisonnable, je cite. Ce standard de la personne responsable, libre et lucide nous a semblé un standard adéquat pour un code civil. Et il résulte de cette faveur pour la liberté contractuelle que les dispositions proposées sont en principe supplétives. Nous l'avons parfois précisé expressément afin de bien dire que la liberté de déroger à la règle légale était ici à son maximum. Toutefois, quand bien même nous avons dit que telle règle était prévue sauf stipulation contraire, ce maximum de liberté contractuelle demeure sous le regard de l'ordre public, que reflètent les différentes législations sur les clauses abusives, par exemple, ou que reflètent les droits très spéciaux. Parfois, au contraire,
nous avons réduit la liberté à rien, en précisant que la règle proposée valait nonobstant toute clause contraire. Le plus souvent, nous n'avons rien dit, ce qui invite à la dérogation conventionnelle, mais à un usage prudent de la dérogation conventionnelle. Il s'agit seulement pour le rédacteur de contrat de veiller ici à ce que cette dérogation soit justifiable par un intérêt réel, sérieux et légitime aux yeux d'un juge, afin d'éloigner le spectre de l'ordre public virtuel dont le juge a le secret. Sous cette réserve, l'ingénierie juridique a donc de beaux jours devant elle. Tel était du moins notre souhait. Notre souhait était aussi de faciliter la vie aux praticiens. J'en dirai quelques mots. Ce souci des praticiens s'est exprimé par ce qui peut tout d'abord paraître une bizarrerie, à savoir la réservation de numéros ou l'usage d'une numérotation indiciaire, 1587.1, 1587.2, 1587.3, avant de passer à 1588. L'idée était de conserver chaque contrat dans sa gamme traditionnelle de numéros d'articles. Ainsi, la vente reste aux articles 1582 à 1701 du Code civil. Et le mandat commence, comme c'est le cas depuis 1804, aux articles 1984 et suivants. Certains numéros symboliques ont aussi été conservés. Alors, le contenu de la norme peut avoir changé, mais l'idée traitée reste la même. Vous verrez l'article 1648 sur le délai pour agir en garantie des vices cachés, par exemple. Cette continuité numérique permettra aux utilisateurs, c'est-à-dire aux praticiens, de se repérer aisément. Elle ménage les habitudes mentales. Il en résulte un gain de temps et d'énergie qui n'est pas négligeable et qu'il suffit de pratiquer un peu pour évaluer. Cela permet aussi, ce choix numérique de ne pas couper le lien avec le trésor des réflexions juridiques accumulées depuis des décennies autour de telle idée, autour de telle règle. Un numéro d'article, c'est l'étendard d'une idée. Changez l'étendard, vous ne retrouverez pas plus l'idée qu'on ne retrouve un livre dans une bibliothèque une fois qu'on l'a mal rangé. Dans le même ordre d'idées, nous avons conservé au Code civil le langage technique du droit. Certains s'inquiètent, ai-je entendu, de ce qu'un profane ne puisse dès lors pas tout saisir à première lecture. Mais si le néophyte a un problème avec un mot, il lui suffit d'ouvrir un dictionnaire, ou plus vraisemblablement aujourd'hui de taper le mot sur Google pour en avoir une compréhension au premier degré. Si le néophyte veut en revanche conclure un contrat, en négocier les termes juridiques et mesurer la portée exacte de ce qu'il fait ou de ce qu'on lui propose, ce n'est pas une mauvaise idée qu'il s'adresse à un juriste. Le droit doit évidemment être intelligible par tous, mais la rédaction d'un contrat ne doit pas se dispenser de l'assistance d'un technicien en cas de prise de risque importante. Ainsi, pour les contrats d'affaires ou pour les contrats du C2C à fort enjeu, comme la vente immobilière ou comme le règlement de copropriété, l'assistance d'un juriste est hautement recommandée. Au demeurant, dans le même ordre d'idée, quand le citoyen contracte, il ne veut pas faire du droit, il veut réaliser une opération économique déterminée. Et c'est en ordonnant le droit à la réalisation de l'opération type poursuivie que nous avons parlé la langue du citoyen. Enfin, le souci de la mise en pratique des règles s'est traduit par des dispositions nombreuses relatives à la preuve. Dans les contrats de restitution, par exemple, il est constant que l'emprunteur, le locataire ou le dépositaire doit restituer la chose dans un état normal.
Cela appelle une comparaison avec son état initial. Nous avons donc incité les parties à toujours établir une description de cet état initial de la chose en posant qu'à défaut d'un tel descriptif, la chose serait présumée avoir été remise en bon état. Mais j'aborde déjà ici le contenu de la réforme et plus seulement son esprit. Évoquons donc à présent les innovations de l'avant-projet. Ces innovations peuvent être divisées en deux groupes. Celles qui paraissent faire consensus et qu'on peut donc considérer comme des propositions solides, qui ont de bonnes chances d'être reprises par la chancellerie après l'examen des résultats de la consultation publique, et les propositions, les innovations qui ne font pas consensus. Commençons par le solide, c'est-à-dire par les propositions plutôt consensuelles. Ces propositions plutôt consensuelles peuvent, par amour du plan bipartite, encore une fois, être classées en deux catégories. Certaines innovations sont le reflet d'une idée qui a été déclinée dans plusieurs contrats. Elles ont ainsi une forme de transversalité, là où d'autres sont propres à un contrat particulier. Les innovations d'allure transversale sont nombreuses, j'en retiendrai trois. Je retiendrai trois idées que l'on retrouve dans plusieurs contrats. La première idée, c'est d'avoir cherché à adapter le régime des cessions de contrat et des promesses de contrat tel qu'il a été fixé en droit commun par l'ordonnance de 2016. S'agissant des cessions, le régime de droit commun contient une ambiguïté susceptible de contrarier la logique de plusieurs contrats spéciaux. Plus précisément, l'article 1216.1 du Code civil dispose que la partie sortante, ce qu'on appelle le cédant, je trouve ça plus clair de l'appeler la partie sortante, donc dispose que la partie qui cède sa position contractuelle ne sera libérée du contrat dont elle sort que par une décharge expresse que lui consent la partie qui reste dans le contrat, la partie cédée. Or, il est tout à fait soutenable à la lecture de l'article 1216.1 dans son économie que cette décharge expresse doive être contemporaine de la cession et puisse ainsi l'entraver, puisqu'il faudra requérir de celui qu'on abandonne une décharge, ce qui lui donnera un bon levier de négociation pour réclamer quelques améliorations à son sort. Une telle éventualité est peu en phase avec, par exemple, la logique de la cession de bail par le locataire ou par la logique de la cession de cette promesse de prêt qu'est l'ouverture de crédit. Par suite, cette exigence de décharge expresse posée par l'article 1216.1 a été écartée en matière de cession de bail par le locataire, c'est l'article 1738, ou même en matière de cession de bail par le bailleur lorsque le bail est transféré avec la propriété de la chose qu'il cède. Elle a aussi été écartée en matière d'ouverture de crédit. Vous verrez l'article 1893.3 de l'avant-projet. De même, nous avons réglé la question de la substitution de contractants en précisant qu'il s'agissait d'une cession de position contractuelle, c'est-à-dire d'une cession de contrat. Et on l'a dit, par exemple, en matière de promesse de vente, où la question est très importante. S'agissant des promesses, certains contrats ont paru appeler une précision des dispositions qui figurent aujourd'hui à l'article 1124 du Code civil. On a fait cet effort d'abord à propos de la promesse de vente, parce qu'elle est le modèle habituel de raisonnement. Ainsi, la vraie promesse synallagmatique de vente, celle qui vaut vente, se trouve distinguée de la promesse synallagmatique où, en dépit d'un accord sur la chose et sur le prix, le consentement des parties à
la vente reste subordonnée à l'accomplissement d'une formalité ou à la découverte d'un accord sur un élément complémentaire. Vous verrez l'article 1587.1. De manière originale, cette dernière promesse synallagmatique, cette fausse PSV, qui ne vaut pas vente puisque le consentement n'est pas encore complet, cette fausse PSV sera caduque à défaut de perfection dans un délai de 12 mois. Vous verrez l'article 1587.2. L'ambition est d'ainsi de débarrasser l'univers juridique de conventions bancales dont les parties se sont désintéressées. Et si l'on veut un délai plus long pour réaliser la formalité complémentaire ou pour trouver l'accord complémentaire à laquelle la formation de la vente est subordonnée, eh bien, il suffira d'en convenir. En matière immobilière, la même idée a conduit à rendre légalement caduques toutes les promesses synallagmatiques de vente, vraies ou fausses, qui n'auront pas été réitérées devant notaire dans un délai de 12 mois, sauf action en justice d'une partie à l'intérieur de ce délai, ou sauf délai conventionnel plus long. Vous verrez l'article 1658. Ainsi, une promesse synallagmatique de vente immobilière dont les deux parties se sont désintéressées parce que, par exemple, l'une est morte et ses héritiers ne savent pas que faire, et l'autre partie, finalement, vu l'évolution du marché, n'est plus intéressée, eh bien, cette convention bancale va disparaître automatiquement au bout de 12 mois si personne ne prend d'initiative. Enfin, le régime des promesses de contrat a été précisé dans le dépôt ou dans le prêt, où ces promesses soulèvent des difficultés particulières en lien avec le caractère réel et en principe gratuit du contrat. La gratuité, c'est une autre des questions où une évolution commune à plusieurs contrats spéciaux se remarque. Elle se remarque par une généralisation de l'idée figurant actuellement à l'article 1992 du Code civil, selon lequel, je cite l'article 1992 actuel, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire. Cette règle exacte que je viens de citer est reprise à l'article 1997 en matière de mandat, mais elle est étendue à tous ceux qui agissent de manière désintéressée, que ce soit en matière d'entreprise, vous verrez l'article 1765, que ce soit en matière de prêt, à l'article 1886.3 ou à l'article 1891, ou que ce soit en matière de dépôt, à l'article 1925. Enfin, je mentionne devant vous, mais je dis que je suis derrière le temps, je mentionne devant vous une dernière idée d'allure transversale. Elle a trait au prix, question d'importance, et à la volonté qui nous a animés de limiter les hypothèses où un contrat onéreux pourrait encourir un anéantissement, nullité ou résolution, à raison d'un problème de détermination du prix. Dans l'univers des contrats gravitant autour des utilités d'une chose, ce qu'on peut appeler les contrats réis, ce souci s'est manifesté par une précision des règles relatives à la déterminabilité du prix. L'article 1604 dispose ainsi qu'il suffit que le prix soit, je cite, déterminable par un moyen quelconque arrêté par les parties et ne dépendant ni de la seule volonté de l'une d'entre elles, ni d'un accord ultérieur. Et l'article 1605 ajoute que lorsque le prix est ainsi déterminable par des éléments objectifs, le juge est autorisé à liquider le prix sur la base des éléments objectifs convenus entre les parties. Le juge ici ne fixe pas le prix de sa propre autorité, il traduit la volonté des parties telle qu'elle s'est exprimée dans les paramètres objectifs qu'elles se sont donnés pour référence.
Plus encore, le régime de la fixation du prix par un tiers tend à sécuriser sa mission en précisant que le juge peut venir en appui de sa mission. Dans l'avant-projet, le juge peut ainsi nommer le tiers si les parties ne s'accordent pas sur cette désignation. Il peut aussi nommer le tiers si celui-ci n'accomplit pas sa mission ou si son estimation vient à être annulée. Vous verrez l'article 1605. Et de même, l'article 1606 souligne que le prix symbolique ne permet pas d'annuler la vente si une autre contrepartie au transfert de propriété a été convenue. Et toutes ces règles que je viens d'exprimer pour la vente s'appliquent identiquement en matière de bail, ce qui inclura les licences. Est ainsi couvert tout l'univers des contrats onéreux gravitant autour de la fourniture des utilités d'une chose. Dans l'univers des services, l'idée a été la même et elle a emporté un rétablissement de la possibilité pour le juge de fixer la rémunération de l'entrepreneur. Vous verrez l'article 1760. Possibilité pour le juge de fixer la rémunération du dépositaire si rien n'a été convenu à cet égard. Vous verrez l'article 1923. Et possibilité pour les juges de fixer la rémunération du mandataire quand les parties n'ont rien convenu à cet égard. Vous verrez l'article 1991. Se trouve ainsi réduite à peu de choses la règle que la réforme de 2016 avait placée à l'article 1165 du Code civil, selon laquelle le prestataire de service a le pouvoir de fixer lui-même unilatéralement sa rémunération en l'absence d'accord sur le montant de celle-ci. L'abus pouvant résulter d'une telle fixation unilatérale était susceptible d'être sanctionné par une résolution du contrat, nous dit l'article 1165, c'est-à-dire par un anéantissement de la convention et de l'opération. Ce risque est écarté par l'avant-projet, ce qui devrait épargner aux tribunaux de commerce comme aux autres un mauvais contentieux. Cette dernière proposition rend donc très résiduel le champ d'application d'une règle fort critiquée posée par la réforme de 2016. C'est exceptionnel. Généralement, nous avons plutôt voulu prolonger cette réforme. On peut aussi le voir à travers quelques innovations non plus transversales, mais particulières à tel ou tel contrat. Plusieurs des innovations plutôt consensuelles sont propres à un contrat en particulier. En matière de vente, j'ai évoqué plus haut la caducité de ces ventes imparfaites laissées en déshérence. En matière immobilière, la proposition que nous avons faite à l'article 758 pourrait aboutir à conforter l'idée d'une solennisation de la vente d'immeubles, comme le dernier congrès des notaires en a émis le vœu. L'extension du champ du contrat d'échange à l'article 1702 semble également être, admettant que l'échange ne se limite plus à l'échange d'une chose contre une autre, mais à l'échange d'une chose contre un service. Cette extension semble également avoir été plutôt bien acceptée. Elle n'a pas soulevé, en tous les cas, d'objection particulière qui me soit connue. En matière d'entreprise, on peut citer aussi, parmi les innovations plutôt consensuelles, l'introduction d'un régime du devis, les précisions apportées à la notion de réception, spécialement de réception tacite, ou le fait de traiter le profane qui fait construire et vend ensuite moins durement qu'un constructeur professionnel. En matière d'entreprise encore, une innovation qui semble bien reçue a été de considérer que le maître de l'ouvrage n'était plus propriétaire de celui-ci par le biais d'une accession. L'article 1778 dispose ainsi que la réception de l'ouvrage emporte en principe un transfert de propriété de l'ouvrage. La propriété du maître n'est donc plus une propriété originaire, c'est une propriété dérivée. Enfin,
Une innovation particulière qui paraît plutôt consensuelle concerne la distinction entre prêts intéressés et prêts désintéressés. En effet, le commodat est traditionnellement un contrat gratuit, réel et unilatéral. Cela correspond bien au prêt du quotidien, le prêt d'un outil entre voisins, par exemple. Mais dans le même temps, le monde des affaires a su utiliser ce prêt à des fins commerciales. Un exemple célèbre en a été donné dans les réseaux de distribution de produits pétroliers, où le fournisseur, le pétrolier, prêtait aux pompistes les cuves équipant sa station. Mais les exemples abondent, depuis le prêt du véhicule de courtoisie par un garage à la mise à disposition d'une version d'essai d'un logiciel, en passant par le prêt de titres financiers. Ce peut également être le masque, un tel prêt, d'un avantage en nature. Pensez au logement de fonction. Ces prêts ne sont pas des baux, faute de loyer, versés par l'emprunteur en contrepartie de sa jouissance. Ils ne sont pourtant pas non plus les contrats de l'ami visés par le Code Napoléon. L'avant-projet a tenu compte de cette réalité intermédiaire, car un tel engagement de prêter, intéressé, crée chez son destinataire une attente analogue à celle d'un créancier, alors que dans l'épure traditionnelle du commodat, cela n'est pas permis. Dans ce contrat de bienfaisance auquel correspond le prêt de 1804, le caractère non seulement gratuit, mais gracieux du prêt fait que l'emprunteur n'est pas fondé à trop compter sur l'usage de la chose tant que celle-ci ne lui a pas été remise. Ainsi, autant le prêt désintéressé demeure un contrat réel qui ne se formera que par la remise de la chose, autant le prêt intéressé devient un contrat consensuel dont l'exécution forcée est possible ensuite du seul échange des consentements. Le contrat reste gratuit, mais il est tenu compte de son caractère intéressé. Toute la question est alors de savoir quand l'on pourra dire si un prêt est intéressé ou désintéressé. Faudra-t-il sonder les reins et les cœurs? Non. Comme souvent dans l'avant-projet, une règle de preuve vient répondre à la difficulté. L'article 1876 dispose ainsi que, je cite, « Le prêt fait par le prêteur dans le cadre de son activité professionnelle est présumé intéressé ». Cette innovation introduit ainsi une catégorie intermédiaire entre les contrats gratuits et les contrats onéreux. C'est sans doute justifié, eu égard aux définitions très lâches de l'article 1107 en la matière. Mais cette innovation aurait pu donner lieu à des objections nourries. À la lecture des réactions publiées ou transmises depuis août 2022, tel n'a apparemment pas été le cas. Plusieurs autres innovations ont en revanche suscité un tel débat. Je terminerai avec quelques-unes de ces innovations qui fâchent. Après les propositions plutôt consensuelles, j'aborderai donc les propositions plutôt conflictuelles. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a. Et certaines sont même volontaires, à dire vrai, car elles visaient à créer un débat où c'est assez proche à mettre le législateur devant ses responsabilités. Parmi ces propositions volontairement dérangeantes se trouvent les textes sur la sous-traitance. Le régime de la loi de 1975 est aujourd'hui à peu près stable, car le contentieux de la construction a permis à la jurisprudence d'en clarifier les arêtes. Toutefois, ce texte, la loi de 1975, s'applique à toute sous-traitance. Théoriquement, ce texte peut aussi concerner l'avocat qui sous-traite une partie de son travail de conseil. Or, la loi de 1975 n'est sans doute pas faite pour avoir un tel degré de généralité. L'avant-projet énonce donc quelques règles qui cadrent mal, volontairement mal, avec le dispositif de la loi de 1975, comme par exemple la possibilité d'une action directe du sous-traitant non agréé
en symétrique de l'action contractuelle directe reconnue au client contre le sous-traitant. Cette proposition, d'aucuns diront cette provocation, a pour ambition de forcer le législateur à prendre position sur le régime des sous-contrats. Nous avons opiné pour l'abandon de la jurisprudence Besse, c'est-à-dire quelque chose à mes étudiants, et la possibilité pour le sous-traitant d'opposer les clauses de son contrat à l'action en responsabilité du client. Alors, si le client ne veut pas se voir opposer les clauses contractuelles d'un sous-traitant, il peut interdire la sous-traitance ou la subordonner à son agrément. Il en a le pouvoir et il y a intérêt. Il paraît donc mieux placé que le sous-traitant pour gérer le problème résultant de la chaîne de contrats dans laquelle ils s'inscrivent. Alors, c'est une opinion qui se discute, mais il faut en discuter, justement. De même, on peut se demander si la loi de 1975 ne devrait pas voir son domaine se limiter au monde de la construction. Dans ce domaine, alors, la loi de 1975 et son équilibre l'emporterait sur les règles du Code civil en tant que lex specialis. Ne serait-ce pas mieux que la situation actuelle d'une loi qui a été prévue pour un secteur, mais qui s'applique théoriquement à tous? C'est un point de discussion. Il y a lieu d'en discuter. Nous avons voulu provoquer cette discussion. Pareillement, le texte relatif au conflit d'intérêts en matière de mandat soulève, j'en ai entendu beaucoup parler, discussion. L'article 1996 dispose en effet que le mandataire, je cite, est tenu de déclarer au mandant tout conflit d'intérêts, direct ou indirect, qu'il ne peut légitimement ignorer. Le concept de conflit d'intérêts indirect est fort peu précis. En outre, le texte ne précise pas son application dans la durée du mandat. Il ne dit pas si l'obligation de révélation est continue. Enfin, il n'est même pas assorti d'une sanction particulière. Ça fait beaucoup de flou pour l'article 1996. Toutefois, il faudrait beaucoup de temps et beaucoup de retours d'expérience pour délimiter dans l'espace et dans le temps le concept même de conflit d'intérêts. Et ce n'est qu'ensuite qu'on pourrait lui attacher, qu'on pourrait identifier une sanction adéquate. Et ce temps, au bout de 26 mois de réunion, nous ne l'avions plus. Nous ne l'avions pas. Toutefois, il était important de mettre le débat sur la place. C'est ce qui a été fait, et de ce que j'ai pu lire ou entendre, l'article 1996 a parfaitement joué son rôle d'aiguillon. Alors, toutes les innovations controversées n'ont pas été volontaires. Il est arrivé aussi que nous n'apercevions pas certaines difficultés. L'exemple le plus net à cet égard se rencontre en matière de vente. L'idée de fusionner exigence de conformité de la chose vendue et garantie des vices cachés a semblé bonne à beaucoup au sein de la commission et au-delà. L'option de les réunir sous l'égide des vices cachés est cependant problématique. Nous l'avons fait, nous avons pris cette option parce que le gouvernement français venait de se battre à Bruxelles pour le maintien de la garantie des vices cachés dans un projet de texte relatif à la vente. Et dès lors, il paraissait difficile d'abandonner ce concept, de sorte que si réunion des questions de conformité et de vices cachés il devait y avoir, ce devait être au profit de la garantie des vices. C'est ce que nous avons pensé. À la réflexion, ça tient mal. Il faudra donc soit en revenir à la dualité des actions, soit verser la question des vices dans une obligation de conformité, comme le fait le Code de la consommation, où on peut songer aussi au modèle de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises pour cela. Parmi les regrets que l'on peut avoir, se trouvent aussi plusieurs lacunes. Certaines sont conscientes de la part de la Commission, comme
l'absence de définition du concept d'honoraire, alors que le pouvoir judiciaire de réduction de la rémunération de l'entrepreneur, article 1762, ou de la rémunération du mandataire, article 2011, s'y trouve cantonné. Mais celui qui vous parle n'a pas réussi à convaincre la Commission d'une définition qui soit à la fois opératoire et justifiée en la matière. Nous avons donc limité le pouvoir de réduction du juge aux honoraires sans préciser ce que sont les honoraires. Ce sera à la jurisprudence d'affronter la difficulté. Certaines lacunes donc ont été vues, mais n'ont pas été remplies. Certaines n'ont pas été vues. La précédente conférence du lundi de l'Association Droit et Commerce a par exemple fait apparaître que le régime du contrat d'entreprise ne couvrait guère les prestations de services numériques qu'offrent les plateformes, qu'offre le cloud. C'est assez juste. Nous avons réfléchi en ayant à l'esprit les prestations de services matériels, fabrication d'une chose, mobilière ou immobilière, et les prestations intellectuelles. Les opérations telles que celles que proposent les réseaux dans l'univers numérique n'ont pas été discutées. Elles pourraient sans doute justifier un chapitre additionnel à la suite des dispositions spécifiques au contrat de construction, par exemple. Mais ce chapitre reste à imaginer. Parmi les lacunes, et bon courage, parmi les lacunes, il ne faut toutefois pas compter tout ce qui relèvent déjà du droit très spécial, c'est-à-dire d'opérations plus spéciales par leur environnement, par leur objet, que ce qui est contemplé par le Code civil. Cela, c'est le droit très spécial. Et si l'avant-projet a été plutôt bien accueilli, c'est aussi parce qu'il laissait tout le droit très spécial et les habitudes qui vont avec, et les équilibres qui vont avec, tranquilles. Pour autant, même au degré de généralité auquel se place le Code, des lacunes demeurent sans aucun doute. Nous n'avons pas eu pour ambition de faire une œuvre parfaite. Nous n'avons pas eu cette folie moderne de nous prendre pour des dieux. Nous avons eu pour ambition de cheminer vers une œuvre rationnelle et praticable. Et plus j'avance dans la carrière, plus les mots de Philippe Mallory sur l'humilité du juriste me paraissent paroles de sagesse, étant précisé que l'humilité n'exclut ni la créativité ni la bonne humeur. Dans le même ordre d'idées, Jean Carbonnier disait que la doctrine écrit sur du sable. Nous en sommes bien conscients. Ce n'est pas à nous qu'il appartiendra de graver les tables de la loi nouvelle. Mais si les 331 articles de l'avant-projet, si sa structure, si son esprit peuvent fournir un matériau suffisant pour permettre à ce travail d'avancer plus vite, ce sera déjà une grande satisfaction, comme celle que j'ai eue d'être invité à intervenir devant vous ce soir. On passe aux questions. Merci infiniment, Monsieur le Professeur, pour cette conférence corroborative pour le futur, parce que vous nous promettez des matins difficiles tout de même. Et peut-être allons-nous avoir une première expérience en fonction des questions de la salle. Professeur Ratonneau, vous avez la parole. Ici, mon cher confrère, mais aussi mon cher collègue, bien que je n'enseignais que l'histoire du droit des obligations, je voudrais vous demander, vous faire d'abord une demande d'éclaircissement et ensuite vous poser une question, car je suis très intrigué sur la réforme de la vente. Ma demande d'éclaircissement est la suivante. Vous avez évoqué que ce que nous appelons les contrats nommés. Et vous envisagez pour chacun d'eux d'avoir un certain nombre d'articles. Et puis vous dites, le juriste, à partir de là, va faire preuve d'imagination. Autrement dit, créer ce qu'on appelait les contrats innommés. Et là, vous proposez quelque chose qui est nouveau, c'est la méthode distributive, c'est-à-dire on interprétera
ces nouveaux contrats en fonction de la panoplie que donnent les contrats nommés. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un contrat innommé pourrait envisager un concept qui serait étranger à l'un des contrats nommés? Et là, est-ce qu'on ne pourrait pas dès à présent envisager une règle d'interprétation? Ça, c'était ma demande d'éclaircissement. La seconde, c'est la vente. Dans la vente, il y a une question qui a traversé les siècles et qui est la question des risques. Vous savez que c'est l'adage res perit emptori. Pourquoi, alors que le malheureux acheteur n'a pas reçu la chose et que si cette chose périt, il devra quand même payer le prix? Et avec le contrat consensuel qu'est la vente, la question paraissait réglée, bien qu'elle soit totalement injuste ou inéquitable, plus exactement. Avez-vous par hasard envisagé cette question? Voilà ma curiosité. Merci beaucoup, cher Pierre-Charles. Je répondrai à la première question. D'abord, et j'aurais tendance à vous renvoyer la question aussi en votre qualité d'historien. Il nous a semblé, il nous a semblé que effectivement, dans le monde des échanges, du moins, les opérations économiques qui étaient disponibles étaient finalement en nombre limité et qu'on pouvait les moduler, les revêtir de techniques nouvelles, mais qu'à un certain degré d'abstraction, finalement, on était toujours confronté à 3 grandes catégories: transfert des utilités d'une chose, fourniture, quelqu'un qui procure les utilités que son savoir-faire, que l'organisation dans laquelle il s'inscrit peut procurer, couverture d'un risque, ce que j'ai appelé allocation d'un risque, dans lequel vous mettez les sûretés, l'assurance, et évidemment les contrats aléatoires que sont le jeu, le pari ou la tantine. Et on n'a pas vu qu'il y ait, en tous les cas, je ne vois pas qu'il y ait grand-chose d'autre. S'il y a quelque chose d'autre, et si justement l'innommé, l'imagination aboutit à créer une opération qui ne rentre dans aucune de ces grandes catégories, là, effectivement, la méthode distributive sera sans application, puisqu'elle renvoie toujours au type de prestation qui est caractéristique d'un grand contrat. Et à ce moment-là, il restera le droit commun et la liberté contractuelle, mais et il restera aussi au législateur à écrire un chapitre complémentaire envisageant justement ce grand type d'opération qui aurait échappé à l'analyste. Mais j'avoue que, et j'ai été conforté un peu par le regard historique, la continuité justement des grands contrats laisse penser que dans les relations humaines, malgré tout, il s'agit toujours de faire un peu les mêmes choses quand on regarde l'univers à un degré d'abstraction très élevé, évidemment. Ensuite, votre question sur le transfert des risques. Eh bien, je ne crois pas, là je parle de mémoire, qu'on se soit beaucoup posé la question. En fait, on a été pour le coup conservateur. Res perit domino, le Code civil, dans sa partie générale, dans le droit commun des contrats, a consacré le transfert de propriété solo consensu. On ne peut pas y revenir. Res perit domino, les risques sont transférés avec la propriété de la chose, avec ce simple titre juridique, quand bien même l'acheteur se retrouve exposé à des risques auxquels il ne peut rien parce qu'il n'a pas la main sur la chose, parce qu'il n'a pas le corpus. Donc, la raison pour laquelle nous sommes restés sur les règles traditionnelles de transfert des risques tient à notre volonté de se placer dans le sillage de la réforme du droit commun et dans cette volonté de ne pas bouleverser justement, de nous inscrire dans la continuité du droit positif, indépendamment même de ce qu'a dit l'ordonnance de 2016. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.
Merci infiniment. Ça marche. Merci infiniment, monsieur le professeur. Marc Ringlet, ancien président de Droit et Commerce. Une chose a attiré mon attention dans ce que vous avez indiqué tout à l'heure, elle est un petit peu en relation d'ailleurs avec ce qui vient d'être indiqué, le transfert des risques. Vous avez évoqué l'idée de transférer la propriété du bien immobilier uniquement au moment de la réception de celui-ci. Dans quelle perspective et dans quel but? Personnellement, à cet instant, j'y vois beaucoup d'inconvénients pour le maître d'ouvrage par rapport à une entreprise qui pourrait être défaillante. Merci, monsieur le bâtonnier. Alors, effectivement, dans le droit actuel, la réception va marquer justement le transfert des risques et le moment où la propriété va advenir au maître de l'ouvrage, sauf quand il est propriétaire du sol. Parce que là, s'il est propriétaire du sol, effectivement, le transfert de propriété opère par accession au fur et à mesure. Notre idée a été de fixer un moment unique. Alors là, je ne saurais pas vous répondre ici sur la balance avantage-inconvénient qui a été discutée. Il faudrait que je me replonge dans les travaux préparatoires. Je ne sais pas si dans la version commentée qui est parue, enfin qui est disponible en tous les cas, de l'avant-projet, le point a été évoqué. Je ne vais pas le chercher maintenant, mais vous avez ça a été une des innovations, on va dire, de méthode que notre commission a voulu prendre. Vous avez deux versions qui sont disponibles sur le site de la chancellerie, une version brute et une version commentée. Car l'expérience des autres commissions de réforme que nous avions pu avoir les uns les autres nous a amené à souhaiter conserver des minutes de nos réunions. Et c'est sur la base des minutes de nos réunions que la version commentée article par article de l'avant-projet est disponible. Mais là, moi, je ne saurais pas vous dire, je ne me souviens pas si la question de pourquoi avoir choisi ce moment qui est disponible, hein, de toute manière. On peut aussi convenir des choses autrement. La raison pour laquelle ce choix a été fait par préférence aux règles de l'accession est évoquée. Monsieur le professeur, quel bonheur de vous avoir entendu. Et quel bonheur aussi de savoir que vous abandonnez la présomption de responsabilité du vendeur professionnel qui, depuis 1955, pèse sur les entreprises françaises. Ce qui fait qu'on les incite à contracter sous le régime de la Convention de Rome de 1980. Est-ce que sur d'autres points, la Convention de Rome a été un guide ou un phare pour vous? Ça fait partie là aussi peut-être des faiblesses de notre manière de travailler. Mais dans la composition de la commission, je veux dire qu'un spécialiste du commerce international aurait été bienvenu. Et, il n'y en avait pas en tant que tel. Il y avait un spécialiste de droit international privé, mais pas vraiment de spécialiste de droit du commerce international. C'est un point qui méritera justement, puisque sur la vente, il y a des choses à revoir, c'est un point qui méritera d'être examiné par la chancellerie
je pense, dans les mois qui viendront. Et pour combler nos manques, hein, dont nous avions conscience, hein, nous avons convenu de travailler ensuite en confiant nos projets de texte au regard aiguisé de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat. Mais qui, pour le coup, n'a pas non plus eu le regard international qui peut manquer. Voilà. D'accord, très bien, je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup Tariq Laksimi, professeur à Lyon 2. Merci pour votre présentation. Merci pour la réforme aussi qui effectivement permet de calquer le droit des contrats spéciaux, si elle aboutit, en tout cas ce que j'espère personnellement, sur l'évolution et les réalités économiques. Alors si on me le permet, j'aurais deux questions que je vais essayer de rétrécir. La première est peut-être d'ordre procédural sur cette question pertinente de la qualification distributive. Alors c'est procédural et ça intéressera les praticiens parce qu'il me semble qu'en procédure civile, selon que la qualification relève de l'acte ou du fondement juridique, le juge doit relever d'office ou pas. Si c'est un acte, une requalification d'acte, le juge doit requalifier et si c'est un fondement juridique, le juge peut. Alors où se situe la qualification distributive que vous proposez ? Je comprends que ce ne soit pas dans le texte parce que c'est procédural, c'est réglementaire, le code de procédure civile, mais est-ce que vous avez des éléments de réponse sur cet aspect ? Et le second point, c'est sur le droit des biens. Alors vous avez présenté la transformation de l'acquisition de propriété en matière de contrat d'entreprise comme étant bien accueillie. Le changement de mode d'acquisition de la propriété d'un mode originaire à un mode dérivé soulève énormément de questions. Je crois que c'est 711 ou 712 l'article qui liste les modes d'acquisition de la propriété. Donc on ouvre le livre 3 avec cette question. J'ai peur que ce soit une boîte de Pandore qui soit vraiment incontrôlable sur les questions de publicité, sur les questions de sûreté, puisqu'on a un transfert de propriété, les sûretés doivent grever toujours le bien, alors qu'en matière originaire, on sait que l'acquisition se fait libre de toute charge. Donc, est-ce que ces questions auxquelles on n'a pas encore de réponse ont été voulues, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été laissées pour la pratique, et ça, c'est heureux, et c'est un bel équilibre, je trouve, entre ce que donne le législateur et ce qu'on attendra de la pratique. Mais pour cet aspect précisément du changement du mode de transfert de propriété, ça donne un petit peu le vertige, en tout cas à moi. Je vous remercie. Chers collègues, alors, 2 points. Donc, alors, le premier appelle peut-être une clarification. En fait, ce n'est pas la qualification qui est distributive. Si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure d'un bail de bureau avec service de conciergerie, la qualification pour les contrats comme ça mixtes, hein, elle est généralement déterminée par la jurisprudence en fonction de la prestation qui est la plus importante, de la prestation principale, de ce que par une espèce de présomption raisonnable de volonté qui est faite qui est déterminée par le juge. Donc, dans l'exemple que je donnais, le contrat sera un bail. Et de la même manière, si un contrat est hybride, il peut être un contrat innommé, mais ça peut être aussi un contrat hybride et nommé. Et à ce moment-là, ce sera, je prends l'exemple d'une vente avec une prestation de services de maintenance, que les parties ont voulu que ce soit absolument combiné. Ça sera une vente. Mais si une difficulté survient qui est liée à un problème de maintenance, la difficulté, selon la prestation, selon la question en fait qui va être posée au juge, si c'est une question qui se rapporte à une mauvaise exécution de la prestation, on ne va pas se tourner vers le droit de la vente pour la régler. On va se tourner vers le contrat d'entreprise. Parce que la question litigieuse est une question qui se rapporte à une obligation qui est caractéristique du contrat d'entreprise. Mais la qualification du contrat reste une vente. C'est important de faire la distinction parce qu'il y a certaines règles, par exemple sur l'extinction du contrat, qui se rattachent à une qualification.
Ces règles, elles s'appliqueront selon la qualification du contrat. En revanche, si on a un problème d'exécution qui touche à une fraction, à une branche du contrat, et qui n'est pas une obligation caractéristique du contrat qu'il s'agit d'apprécier, eh bien, on ira vers le régime auquel se rapporte cette obligation. Donc, il n'y a pas de qualification distributive, il y a une application distributive des régimes selon le type de question, selon la question qui est litigieuse. Voilà, ça c'est pour le premier point. Et sur le deuxième point, je vous ferai un peu la même réponse un peu fuyante que celle que j'ai faite au bâtonnier Ringley, en y ajoutant un point, qui est que l'élaboration de cet avant-projet de réforme s'est heurtée aussi à deux grandes, enfin, on a cheminé entre deux grands vides, entre deux gouffres, si vous voulez. Le premier, c'est l'absence d'une réforme de la responsabilité civile. Et il a fallu avancer sans savoir ce qu'allaient être les règles de la responsabilité civile. Mais peut-être pire encore, le second gouffre, c'est l'absence d'une réforme du droit des biens. Ce qui fait que nombre de questions du droit des biens qui demeurent indécises se sont posées à nous sans que l'on sache exactement dans quelle direction aller, puisqu'il n'appartenait pas d'orienter la réforme du droit des biens. On peut le voir, par exemple, dans l'usage un peu embarrassé que nous avons fait du mot « chose » ou du mot « bien » ici ou là. Par l'usage, fallait-il parler de cession de… Est-ce que la propriété inclut la titularité des droits? Est-ce que je suis propriétaire d'un droit ou est-ce que je suis simplement titulaire d'un droit? Alors, selon la conception de la propriété à laquelle on se rapporte, qui dépendra largement du contexte dans lequel la question se pose, on vous dira oui ou on vous dira non. Bon, ne serait-ce que dans la définition de la vente, est-ce que la cession d'usufruit doit être soumise au régime de la vente? Ça a emporté une prise de position sur la propriété. Or, il ne nous appartenait pas de définir la propriété. Donc, on a contourné le problème en disant la vente, c'est le transfert de propriété, la cession de droit obéit au régime de la vente en tant que de raison. Voilà. Donc, on a ces difficultés tirées des incertitudes qui demeurent aujourd'hui en droit des biens, qui nous ont aussi encombrés. Mais je prends vos points, en tous les cas, sur les problèmes que peuvent soulever le rattachement de la propriété du maître de l'ouvrage à une propriété dérivée quand les règles de l'accession ne sont pas évidemment applicables parce que, par exemple, le maître de l'ouvrage n'est pas le propriétaire du sol. Et désormais passé, il est le temps des invitations que je veux vous faire avant celle que vous attendez, qui est de nous rejoindre autour du cocktail qui est préparé à notre attention. Je voulais vous annoncer 4 événements que l'association a organisés ou est en train d'organiser. Le premier nous emmènera à Toulouse le 22 septembre pour les entretiens de la prévention. Vous noterez que nous serons dans le contexte de la Coupe du monde de rugby. Et ceci nous a un peu inspiré pour l'événement suivant qui se tiendra le 16 octobre au tribunal de commerce de Paris autour d'une partie du droit du sport sur un aspect particulier dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est le droit des fédérations sportives et plus particulièrement sur l'influence des statuts de ces fédérations sur la gouvernance de ces fédérations. Sujet d'actualité, sujet juridique sur lequel M. Philippe Péramore, ancien président de Droit et Commerce, nous éclairera avec ses invités. Du 1er au 11 novembre, eh bien, l'association sera en déplacement au Japon
et le voyage est bouclé. Par conséquent, ceux qui auraient voulu y aller ne pourront pas y aller. Ce sera pour le prochain, j'espère, et j'en suis désolé pour eux. Le 15 décembre, à nouveau un déplacement au Grand-Duché de Luxembourg. Nous sommes en train de préparer les entretiens de droit de l'Union européenne avec des avocats, des professeurs du Grand-Duché sur différents sujets dont la finalité n'est pas encore complètement déterminée, mais probablement autour de la transposition au Grand-Duché de la directive insolvabilité, peut-être aussi sur le thème de l'arbitrage, puisqu'une loi nouvelle au Luxembourg a été promulguée sur ce sujet, peut-être aussi sur des questions de droit financier. Nous avons pas mal de débats à mettre en œuvre. Par conséquent, je vous convie à tous ces événements et pour l'immédiat, je vous invite à nous retrouver dans le péristyle. À tout à l'heure. Merci.